Eh bien, un grand salut à tous les gens qui à côté de nous, les gens qui ont dit dans le pays nous, mais qui ont dit au pays nous. Eh bien, je dis, c'est un moment où là, bien que le CNCP qui a apporté contribution à tout ce qu'a fait au Liban la terre, particulièrement la CAINOU, nous savons que tout le monde est concentré en les élections municipales qu'il a faites. Mais, pendant les élections, nous avons tout un contexte international en la guerre majeure qui a fait au Moyen-Orient. Et personne, pièce politicien, pièce politique, pas qu'à parler de sa capacité. Et ça a concerne nous en moyen de l'autre. Et pour ça, c'est important que le CNCP explique à la population martinique à qui ça que nous attendons. Mais nous rappelons quand même que le CNCP toujours dit, et nous avons rappelé, que pour nous, il y a 4 éléments fondamentaux qui ont pesé en les nous, mais en l'humanité de manière globale. Premier, c'est ça nous avons appelé le dérèglement climatique que nous vivons. Deuxièmement, c'est l'élitement social qui est dans le pays. Et aussi en l'Angleterre. C'est un deuxième. Et il y a un troisième qui c'est la question économique. Nous pouvons dire que aujourd'hui, bien, nous savons qu'au Liban, la terre, bien, les conflits qui n'y entre les pays impérialistes et puis les multinationales qui ont engendré des conflits, c'est là que nous avons des répercussions. Et dernier que nous vivons de manière directe, c'est tout ça qui a passé au Moyen-Orient, la guerre en Iran, et puis les impérialistes états-uniens, et puis les sionistes israéliens. La guerre là, bien, nous voyons que jeudi jour, bien, il a porté tous les fruits du conflit qui est entre les impérialistes et principalement l'impérialisme états-unien qui les mis en mémise, comme il a perdu toute hégémonie, toute influence, eh bien, il a mené la guerre pour détruire et pour reconquérir d'après. Mais face à ça, il y a toute une résistance qui a fait quoi. Et nous pouvons dire que la résistance là, bien, il y a des répercussions en nous aussi. Mais, nous savons quand même que faut que nous vivions dans la réalité de la Martinique. Il faut que nous comprenions que ça qu'a fait là, par-delà la situation de nous, par-delà les élections, par-delà de la vie nous, eh bien, il y a ça décaille en quelque part en grave inconscience de la part des hommes politiques de ne pas comprendre et de ne pas prendre des dispositions pratiques pour nous résister à ça qui a fait là. Parce que toutes les questions que nous avons posées comme aujourd'hui, c'est la vie choc, etc., eh bien, il a doublé, il a triplé. Et nous devons nous face comme ça graine. Et pour ça, il faut que nous créions les alternatives dès aujourd'hui jour pour nous résister, pour nous faire face à cela. Et c'est ça là que nous avons dit, peuple Matinchi, on nous commence à serrer, nous avons fait, mais nous de plus en plus serrer les reins, l'un à l'autre, serrer pour nous faire face à cela, à danger qui a pesé en nous et en la planète. Et pour ça, nous avons permettre que camarade Alain, il dit déclaration que le CNCP a sorti vis-à-vis de situations qui sont pour la terre et pour le pays nous aussi. Alors, bonjour tout le monde. Conférence de presse du vendredi 6 mars à Bucos. Dans un contexte où les attentions sont polarisées sur les élections municipales, le CNCP estime nécessaire d'interpeller l'opinion publique quant aux effets néfastes qu'aura le conflit militaire majeur qui s'est enclenché sur l'ensemble de notre pays et sur les conditions de vie du peuple martiniquais. Nous sommes en effet à un moment décisif de l'histoire de l'humanité, puisque la Troisième Guerre mondiale est effectivement enclenchée. Celle-ci se déroule sur 2 plans.
Le premier, la lutte sans merci que se livrent les puissances qui se disputent l'hégémonie mondiale entre d'un côté les puissances impérialistes occidentales, de l'autre les pays rivaux du Sud global. Deuxième plan, celle qui oppose d'un côté la superclasse constituée par les multinationales et les spéculateurs qui détient la réalité du pouvoir dans le monde, de l'autre les travailleurs et les peuples sur lesquels ils exercent leur domination. Dans le cadre de cette guerre, les législations internationales garantissant la souveraineté des peuples et une régulation du commerce entre pays, tous les acquis, fruits des luttes populaires établissant la protection sociale, les libertés individuelles et collectives, sont ouvertement piétinés. Un fascisme planétaire s'est incontestablement installé sous la férule du dictateur Donald Trump. Même si les empires médiatiques contrôlés par les Occidentaux s'acharnent à persuader l'opinion publique de leur invincibilité et en s'appuyant sur la manipulation des chiffres, de leur capacité à surmonter des crises économiques, le contexte actuel annonce leur déclin. Une crise économique et financière majeure est absolument inéluctable à proche et moyen terme. Notre pays sera incontestablement impacté par les conséquences de la guerre et des crises économiques et financières en cours. Parce que la Caraïbe, et donc la Martinique, est un enjeu géostratégique de première importance. La volonté hystérique des USA de détruire Cuba illustre tout à fait cette dimension. Parce que notre situation de coloniser nous impose une dépendance mortifère dans tous les domaines. Ne pas prendre en compte toutes ces réalités-là et venir affirmer au peuple martiniquais qu'on serait en mesure de régler ces problèmes d'alimentation, de santé, de sécurité, de développement et même de souveraineté par les seules compétences attribuées aux collectivités locales, cela relève d'intentions politiciennes inadmissibles. Continuer à faire rêver à la solution des subventions européennes ou à une collaboration avec le pouvoir colonial dont le préfet garde la main sur tout ce qui fait dans notre pays est inacceptable. Le CNCP, quant à lui, appelle tous les militants, les responsables politiques et acteurs économiques lucides à accompagner le travail d'organisation nécessaire pour préparer notre peuple à surmonter les épreuves à venir, en luttant concrètement pour impulser l'autosuffisance alimentaire et une économie endogène décrochée de la dépendance et du consumérisme. En combattant toutes les divisions superficielles pour renforcer notre cohésion nationale, en renforçant, enfin, la solidarité concrète avec les peuples caribéens, pour généralement avec tous ceux qui luttent pour leur souveraineté et qui s'opposent à l'offensive barbare menée actuellement par les impérialistes occidentaux. Merci de votre attention. Voilà, après déclaration de CNCP, bien, nous avons tout de suite la parole à camarade des affaires extérieures, Oubien Saïd. Merci. La première remarque que je veux faire, c'est que nous organisons une conférence de presse à laquelle tous les médias sont invités. Nous leur disons qu'il y a un danger qui plane sur notre pays et qu'il nous faut dépasser, et sur le monde, et qu'il nous faut dépasser l'actualité immédiate, notamment concentrée uniquement sur les municipales, pour alerter l'opinion publique. Ces journalistes-là qui savent que ce n'est pas un tartampion qui a envie de faire une conférence de presse, mais que c'est une organisation qui milite dans le pays depuis une cinquantaine d'années, qui a un impact, qui contrôle et anime des organisations de masse, dont les analyses sont reprises parfois quelques années après par eux-mêmes,
ne trouve pas le moyen d'envoyer un journaliste. Alors, il faut dire, pour être transparent, qu'il y a un organe de presse qui téléphone, oui, je peux pas venir, est-ce qu'on peut faire un contact par téléphone? Et plus tard, puisque nous avons nos travaux à faire. Et ce que nous avons à dire, ce n'est pas la politicaillerie, des spéculations intellectuelles. Notre organisation est connue pour être en avance, non pas parce que nos militants sont des lumières, mais c'est parce qu'ils sont animés par une théorie, ils travaillent sous la base d'une théorie, la théorie marxiste-léniniste, pour analyser. Alors, j'ai porté, pour vous montrer, 2 exemples. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais ce n'est pas important. Le journal ACP Andouillité que nous éditions, en janvier 1987, faisait un article qui dit « Il supprime la sécurité sociale ». À ce moment-là, il n'y avait pas encore les mesures de le corps nu, etc. Il n'avait pas encore pris de mesures. Mais comme nous avions fait des analyses sur ce qu'on appelle le libéralisme, on avait vu quel gouvernement arrivait au pouvoir et quelles étaient leurs intentions. On a fait une analyse avec des chiffres pour dire voilà ce qu'ils vont faire. Et j'ai rencontré une ouvrière agricole, je ne vais pas dire son nom, je dis juste son prénom, Arlette du Robert, qui l'année dernière nous disait je t'ai dit, nous, nous avons attaqué la sécurité sociale, nous avons pensé pour des boucs fous. Et puis, ça vrai. Ça date de 87. Mais, deuxième exemple, quand ils ont annoncé l'arrivée de l'euro, nous faisions un journal qui s'appelait Les ravages de l'euro. Pendant qu'on nous traitait dans le cahier, la monnaie, pendant que les instituteurs faisaient leurs enfants se déguiser avec des petites étoiles bleues, oui, l'euro, pendant que des Martiniquais faisaient la queue à la poste pour avoir les premiers sachets d'euros, on leur disait une monnaie européenne lancée par des impérialistes, voilà à quoi elle sert, voilà les conséquences. À ce moment-là, on nous prenait pour des farfelus, mais qui aujourd'hui ne sait pas que l'euro nous a détruits? Un peu au chocolat que j'achetais 1 franc, je l'achète 1,20 €. 1 franc, 1 euro, c'est 6 francs 50 à peu près. 6 francs 55. Ça veut dire que ça a décuplé. Et c'est tout pareil. Mais je répète que ce n'est pas parce que nous sommes des génies, c'est parce que nous étudions et n'importe qui étudierait les questions économiques de façon sérieuse arriverait aux mêmes conclusions. Et ce qu'on remarque, c'est que ce que nous disons sur la guerre, ce que nous allons développer aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Je ne suis pas content personnellement d'avoir eu raison quand je faisais ça. Je ne dis pas tant ça. Enfin, si les gens avaient compris, si c'était mobilisé, je ne suis pas content. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes dans la même situation où nous avertissons de danger, et puis les journalistes ne viennent même pas écouter ce que nous avons à dire. Votez Bajak, votez Bagoutier. S'il y avait un fait divers à Ducos ce matin, et qu'un homme avait assassiné sa femme, je parie avec vous que tous les journalistes seraient là. Alors c'est parce que les médias, je ne leur en veux pas parce qu'il y a un système organisé, j'en connais qui sont honnêtes, vraiment patriotes, mais les conditions de travail ne leur permettent pas. Le fonctionnement des rédactions est prévu pour que, bon, vous arrivez, il y a ça, allez, etc. Et puis, bon, de toute façon, le comité de rédaction retient ce qui fait de l'audimat. Donc, ce n'est pas tellement aux personnes journalistes que je fais allusion, je fais allusion aux empires médiatiques qui consciemment ont organisé un système pour que les gens ne s'intéressent qu'au superficiel, aux faits divers scabreux, qui ne réagissent que par émotion et qui n'ait plus d'esprit critique, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de comparaison. C'est ça le système. Autrement, votre média, qui est un média capitaliste, et même quand vous êtes un service public qui est dominé par des capitalistes,
Bon, ce n'est pas leur travail. Alors aujourd'hui, là, il faut vraiment prendre conscience que la Terre peut être détruite par des bombes nucléaires. Ce n'est pas si que... On sait que Israël a 200 ogives nucléaires, que le criminel Netanyahou est capable de lancer une bombe nucléaire quand il va voir qu'il n'arrive pas à réaliser son plan. On sait que le fou qui est à la tête des États-Unis est tout à fait capable, et il y a certains conseillers qui ont laissé fuiter que nous sommes en train de lutter avec lui pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Nous avons un danger de destruction. Alors, nous faisons notre travail, nous au CNCP, pour expliquer, et Alain l'a signalé dans notre déclaration, nous sommes dans la guerre mondiale. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Elle a deux aspects. D'abord, la guerre que se livrent les puissances rivales. Les Occidentaux dominaient tout. Aujourd'hui, ils sont battus par la Chine. L'Afrique les chasse pour récupérer ses matières premières. Ils savent qu'ils jouent leur bateau, c'est existentiel pour eux. Donc, ils déclenchent la guerre. On a le front de l'Ukraine. Tout le monde dit Poutine a envahi l'Ukraine. Non, c'est une guerre internationale décidée par l'OTAN pour attaquer la Russie en prévision de la guerre contre la Chine. Le prétexte, ça a été de faire la Russie rentrer en Ukraine. Il faut rappeler que les régions où les Russes sont peuplées de gens russophones qui sont d'accord avec l'ancienne Union soviétique. Et que quand Zelensky, qui est arrivé par coup d'État, est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à persécuter ces gens-là, chez eux, Donbass, etc. Ça veut dire brûler les livres russes, interdire de parler le russe à l'école, faire des pogroms, c'est ça. Et c'est là que ces régions-là avaient fait des référendums d'autodétermination pour dire nous faisons république contre le reste de l'Ukraine. La Russie a reconnu ces régions-là. L'OTAN n'a pas reconnu. Mais quand l'OTAN a décidé que je vais installer des rampes de missiles qui peuvent détruire la Russie sur la frontière de l'Ukraine, c'est-à-dire dans les régions où il y a des gens russophones, ils sont rentrés. Il y a des accords qui ont été signés, la Russie, pour mettre fin à la guerre. Monsieur François Hollande a écrit dans un livre, il a reconnu, nous avons signé cet accord-là pour nous donner le temps de préparer à résister à la Russie. Mais on savait qu'on n'allait pas les respecter. La Russie, qui défend ses intérêts impérialistes aussi, qui a ses services de renseignement, a dit, mais pas qu'à y attendre plus longtemps, ils ont attaqué. Donc c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie qui se fait sur le dos du peuple ukrainien. Et ce n'est pas les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Il y a des armements qui viennent de tous les pays occidentaux, des milliards qui sont donnés par cela. Ils ont des mercenaires sur le terrain. Ils ont le renseignement pour dire tirez là, faites ceci, faites cela. C'est une guerre mondiale. La Russie a ses mercenaires aussi. Mais ils ne sont pas arrivés à renverser la Russie comme ils pensaient. Il y avait un autre front où Netanyahou semait la guerre, bombardait tout ce qu'il voulait pour garantir la mainmise sur le pétrole. Mais il est allé tellement loin que le monde entier condamne le génocide des Palestiniens. Et que la région est déstabilisée. Il n'arrive pas à contrôler. C'est pour ça que Trump va dire on va ouvrir un nouveau front dans la Caraïbe et en Amérique centrale sud. Et qu'il va bombarder le Venezuela, qu'il veut asphyxier Cuba. Il a fait renaître ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui disait les autres Européens même n'ont pas à être là. L'Amérique nous appartient, nous faisons ce que nous voulons. C'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe.
Donc maintenant, le pétrole au Venezuela, c'est à moi. Au nord, il y a les pays qui touchent le Groenland, le Canada, je dois prendre le Canada, je dois prendre... Donc ils veulent prendre le contrôle de l'ensemble de la région. Alors, c'est cette guerre-là qui a éclaté récemment concernant l'Iran, etc., c'est un nouveau front aussi. Mais elle est déjà mondiale. Vous avez vu qu'elle est déclenchée par Israël, soutenue par les Américains, mais les Iraniens bombardent tous les pays où il y a des bases américaines et Israël. Et elle devient plus mondiale encore parce que les États-Unis vont même attaquer des bateaux iraniens dans l'océan Indien. Ils ont coulé un bâtiment iranien dans l'océan Indien. Les Iraniens ont des sous-marins aussi qui s'approchent des bateaux des États-Unis. Donc, ça s'est étendu et Israël bombarde le Liban, la Syrie et bref, l'Irak. À côté de ça, il y a d'autres fonds qui s'ouvrent. Le Pakistan a déclaré la guerre au pays voisin, l'Afghanistan. Le Pakistan a la bombe nucléaire. Mais il y a les conflits aussi en Afrique dont on ne parle pas du tout, puis c'est Nekamo, Congo, Soudan, des centaines de milliers de victimes. Mais c'est occidentaux là aussi. L'affrontement entre la Chine, les Occidentaux pour contrôler l'Afrique se passe à travers la manipulation de groupes rebelles, de gangs et de terroristes. Donc, c'est ça la guerre mondiale. Ça veut dire que tous les pays sont reliés entre deux camps qui s'affrontent, Corée, Iran, etc., contre les Occidentaux. Mais il y a une deuxième guerre mondiale dont on ne parle pas, dont on n'a pas vraiment conscience, c'est la guerre qui est menée entre les super riches qui contrôlent le monde, les milliardaires, les gens qui ont de l'argent en bourse, et tous les peuples du monde. Et là, il y a ce qu'on appelle une super classe qui dépasse les frontières, les couleurs, les nationalités, etc. Je fais une parenthèse. L'affaire Epstein, le délinquant sexuel, le criminel, au-delà du crime de tuer des jeunes filles, les violer, etc., elle a révélé autre chose. C'est que Einstein avait un grand immeuble à Paris qui recevait tous ses complices de tous les pays pour violer des enfants. Mais, récemment, on a appris que dans chaque chambre, il y avait des caméras qui filmaient et que Einstein faisait chanter tous ces dirigeants-là pour qu'ils obéissent aux multinationales, aux riches et à Israël. Parce que lui, il est d'origine israélite, Einstein. Et qu'il travaillait pour le Mossad. Certains analystes ont dit que là, le dernier conflit, Trump ne voulait pas aller. Et puis Israël a dit « ou Kavini ». Il y a certainement une affaire de chantage derrière ça. Mais c'est pour parler de la super classe qui possède l'ensemble des multinationales, des comptes au paradis fiscaux, etc. Donc il y a ça. Et cette guerre-là est encore plus meurtrière. On nous dit qu'il y a eu 100 morts en Ukraine, 1000 morts, etc. Mais la guerre qu'ils font là, c'est des millions de gens qui meurent de faim, qui ne peuvent pas se soigner. J'écoutais ce matin une excellente émission d'une dame qui parlait de la politique des laboratoires pharmaceutiques. Mais les budgets là, prenons le cas de la France. La lutte sur la question des budgets, ben c'est cette guerre-là. D'où la responsabilité du Parti socialiste qui a refusé de faire tomber ce gouvernement-là. Et dont certains membres sont ici sous des listes électorales pour défendre les intérêts du peuple. Fermons la parenthèse. Est-ce que vous savez que depuis le 1er mars, dans le budget qu'ils ont voté là, il y a une taxe, une vignette qu'on doit payer de 50 € avant de déposer une plainte pour
tout ce qui concerne la vie. Vous voulez aller faire une procédure judiciaire au prud'homme, vous devez acheter un thème de 50 € pour mettre sur votre dossier. Vous venez parce que vous êtes divorcé, votre mari vous battait, vous avez fui la maison, vous devez trouver 50 € pour que la plainte puisse être déposée. Ça veut dire que ce genre de mesures-là, prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, vous autres payez mort, vous autres payez souffert, je m'en fous, je prends, je mange. C'est pour ça, entre parenthèses, j'aime bien faire des petites parenthèses. Les gens qui viennent dire, votez pour moi, je vais lutter contre la vie chère, ou bien, si la vie chère n'est pas réglée, c'est parce que ceux qui étaient avant moi ne faisaient rien, mais votez pour moi, je vais régler la vie chère. On voit à quoi ça sert dans la guerre que nous vivons. Et bon, donc ça c'est les deux aspects de la guerre. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans le cadre de cette guerre-là, comme les super riches, comme les Occidentaux savent que les peuples se réveillent, que des mouvements citoyens se multiplient partout dans le monde, écologistes, des jeunes pour la démocratie, etc., ils savent bien qu'ils ne pourront pas couillonner les gens. Les réseaux sociaux font des informations qu'ils voulaient contrôler, passer quand même. Donc ils développent un fascisme planétaire. Le fascisme, on sait que c'est un régime dans lequel une minorité, au nom d'une idéologie et d'intérêt économique, supprime tous les droits qui existaient, toutes les libertés, et pour mener le monde à la baguette. C'est ça le fascisme. Et nous avons un fasciste qui s'appelle Donald Trump, qui a été mis là. On dit, Trump a été mis là, porté là par des milliardaires, pour pouvoir casser le droit international. Pour donner des prétextes à la France de casser les droits sociaux. Mais ce n'est pas notre faute, il nous faut trouver de l'argent pour nous défendre contre la Russie. Il nous faut trouver de l'argent pour défendre le peuple européen. On ne peut pas payer les sécurités sociales, on est obligé de demander aux retraités une part d'argent. Tout ça, c'est complice. Tout ça, c'est voulu. Yon Kachembelot, par la barbichette. Et c'est véritablement une dictature qui s'est installée. Vous voyez, par rapport à ce qu'on disait des journalistes, depuis que la situation internationale a commencé à se dégrader, Trump a commencé par dire, si vous ne faites pas ce que je veux, je mets 55% de taxes sur vos produits. C'est totalement illégal, ce n'est pas dans les lois internationales. Personne ne dit c'est un dictateur. La von der Leyen de l'Union va négocier avec lui, ne fait pas ça, mais 10% seulement. Un acte de dictature, on ne l'appelle pas dictature. Ensuite, le bonhomme va prendre un président élu dans ce pays, il bombarde, il part, personne ne parle d'agression. C'est Poutine qui est un jackboss qui envoie des soldats en Ukraine. Mais quelqu'un va bombarder des gens, tuer des civils, partir avec un président, ce n'est pas un dictateur. Ces gens-là déclenchent des guerres où ils bombardent des écoles. L'attaque qu'ils ont fait contre l'Iran là, ils ont bombardé une école primaire. Il y a 160 petits-enfants qui ont été déchiquetés. Et on sait qu'ils font ça pour créer la terreur, puisque eux-mêmes nous disent que leur technologie est imparable. Quand ils mettent une bombe, c'est à 1 mètre de leur objectif. Je peux savoir que ma bombe doit tuer les Khamenei et qui ne sont l'ayatollah. Il est dans ce bureau-là, je peux viser. Et puis je ne sais pas, c'est par hasard que ma bombe tue près de 200 enfants. C'est remarquer que de toutes ces agressions, que ce soit Israël, que ce soit d'ailleurs l'OTAN quand ils ont soit allés en Libye et tout ça, ils commencent par détruire les écoles, les hôpitaux et les établissements d'information, les radios, les télés, etc. C'est du terrorisme décidé par des dictateurs. Quand Netanyahou a déjà tué près de 100 000 personnes, enfants, femmes,
Quand il se permet d'aller bombarder la Syrie, la Libye, il n'y a aucune sanction. Le Liban. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune retenue d'argent. On continue à lui envoyer des armes et de l'argent. Tout ça manifeste du fascisme. Et un fascisme qui est dirigé par des groupes suprémacistes. Ce sont les Blancs, intégristes chrétiens qui doivent dominer le monde. Et vous voyez que tous les dictateurs, que ce soit Milei en Argentine, que ce soit Trump évidemment, Bolsonaro avant qu'il n'ait été renversé, ils ont des églises fondamentalistes chrétiennes qui dépendent des États-Unis, qui soutiennent la dictature. Donc, et puis la question du blanc. Les milices que Trump a envoyé, les ICE, qui arrêtent, tuent des nègres, des hispaniques. Des Pas des enfants. blancs, hein? Des enfants. Des enfants, oui. Ces milices-là que Trump envoie, ben, elles sont de la même nature que les fascistes en Europe, partout, qui font la chasse aux immigrés. C'est le suprémacisme blanc et chrétien intégriste. Vous avez bien compris que je ne parle pas de chrétiens de base qui ont leur foi, qui font leur religion, etc. Et quand on va, par exemple, bombarder le Nigeria pour dire « Ah, le Nigeria persécute les chrétiens », ce qui n'est pas vrai. Quand on dénonce l'Afrique du Sud et qu'on dit qu'on va prendre des sanctions contre lui, sous prétexte qu'il terrorise les fermiers blancs, les fermiers blancs même ont dit que ce n'est pas vrai. Ils ont fait des vidéos pour dire que ce n'est pas vrai. Quel média vous a dit que c'était de l'intox? Non, c'est le fascisme, c'est vraiment le non-droit international. Donc, on a ce danger de guerre et ce danger fasciste qui pèse sur l'ensemble du monde. Alors, la chose importante à comprendre, c'est que le monde est en danger. La guerre est inéluctable, mais surtout parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas gagner. Les médias ne nous disent pas ce qu'il y a en face. Par exemple, ils ont attaqué l'Iran, mais l'Iran a de bons outils. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre définitive contre l'Iran. Parce qu'en face, les pays non occidentaux ont constitué une force politique, économique, militaire supérieure à la leur. La constitution des BRICS, même BRICS plus, BRICS c'est les 5 premiers, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais il y a une dizaine d'autres pays qui sont déjà agrippés. Contrôlent plus de la moitié de la population mondiale, 42% du commerce international, et ils ont créé un système monétaire qui est décroché du dollar. Ce qui veut dire que le dollar, c'était l'outil qui permettait aux Occidentaux de dominer le monde. Ils ne l'ont plus. Enfin, ils n'ont plus cette possibilité. Ce qui veut dire qu'ils savent que c'est existentiel pour eux, et c'est pour ça qu'ils font front pour attaquer les... Ça m'amène à parler de la question de la souveraineté qui s'est posée en Afrique et qui commence à s'étendre partout. Non seulement chez les gens progressistes, les anti-impérialistes, mais chez les propres alliés de Donald Trump. Toutes les monarchies réactionnaires du Golfe qui disent « Maman, monsieur Choueko Beni Kaeli, monsieur qui a mis droit de douane, on ne peut pas faire, on bloque ceci, on bloque cela », ils ont commencé à se rapprocher des BRICS pour faire du commerce hors dollar avec eux. D'où la crise économique inéluctable que nous allons connaître à court et à moyen terme. Et quand nous disons que c'est le moment de poser la question de l'indépendance, ce n'est pas parce que nous sommes des chauvins, des nationalistes, c'est parce que nous devons porter notre contribution à cette guerre que mènent les peuples contre les impérialistes occidentaux qui nous mènent à la ruine. Donc, dans ce contexte-là,
il faut comprendre que Martinique sera obligatoirement impacté. Parce que nous sommes colonisés et que nous dépendons de tout ce qui vient de l'étranger. 80% de ce dont nous avons besoin pour manger, mais le pourcentage est pareil pour tous les besoins de la vie. S'il y a un blocage, je le répète souvent, en temps où ben, on n'a planter, on ne connaît le travail, on n'a pas dit grand goût, pas le superficiel, ça fait économie. Là, on a éduqué les gens dans le sens inverse. Et la question du blocus, non seulement dans la Caraïbe, mais au niveau international, se pose. Vous avez vu que les Iraniens ont bloqué le détroit d'Ormuz, par lequel passe l'essentiel du commerce international. Donc, produits pétroliers, etc., etc. Et ça a commencé à se répercuter sur les prix. Inutile de dire qu'ici, on sera dans la même position à cause de cette dépendance-là. Et puis, non seulement nous sommes dépendants, mais au sein de la Caraïbe, nous sommes en danger parce que la Caraïbe, c'est l'enjeu stratégique. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est le nouveau front que Trump ouvre. Donc, il faut contrôler. Et dans ce front-là, il faut écraser le phare de la résistance qui est Cuba. Parce que Cuba, c'est leur poison, c'est leur maladie, à savoir que la population est éduquée, la population majoritairement soutient le gouvernement, et puis que c'est la preuve que malgré un embargo, un pays socialiste, alors qu'on diabolise le socialisme, arrive à garantir la santé et l'éducation à la grande majorité de son peuple, et même capable d'envoyer des médecins formés et aider dans les pays de crise et recevoir des gens. Cuba, c'est la preuve que l'autre monde est possible. C'est pour ça que Trump se permet de dire à Sainte-Lucie, je casse votre pays si vous envoyez vos étudiants faire des études de médecine à Cuba pour vous faire soigner. Donc Cuba, c'est le point clé qu'il nous faut défendre parce que c'est l'avant-garde. Mais si on s'attaque à Cuba, il faut penser aussi que nous sommes dans la ligne de mire, nous avons déjà dit. Doctrine Monroe, Trump veut tout contrôler. C'est pour ça qu'il a commencé à soutenir des indépendantistes acadiens au Canada. C'est pour ça qu'il essaie de soutenir des indépendantistes inuits, des premiers peuples, au Groenland qu'il veut récupérer. Et c'est pour ça aussi qu'il a signé un accord avec l'Azerbaïdjan, qui est un pays réactionnaire, accord pour militaire et pour le renseignement. Et comme par hasard, en Azerbaïdjan, il y a certains indépendantistes qui croient qu'on peut s'appuyer sur ce pays-là pour défendre notre souveraineté. Mais c'est parce que nous sommes un enjeu stratégique que les ennemis s'occupent de tout cela pour essayer de garder la main. Alors, on va finir avec ce qui concerne la Martinique et après on va poser une question parce que les journalistes ne sont pas là, mais nous avons une belle équipe de militants qui certainement vont approfondir la question par la discussion par leurs questions. Donc, dans un contexte comme ça, un homme politique, un parti politique, qui vient faire campagne pour dire « Élisez-moi comme maire, et puis je vais demander des subventions à l'Europe pour nous aider. Je vais demander des subventions à la CTM pour faire de nouvelles routes, etc. » C'est de l'opportunisme politicien et moralement critiquable. Quand on sait que même quand un maire dit de ne pas semer des pesticides près de maison, le préfet a le droit de dire je casse cet arrêté-là, ça nous rappelle que le préfet, c'est lui qui décide en dernière analyse de tout ce qui se fait dans le pays. Il a la main sur tout. Et faire croire au peuple qu'on devrait oublier ça et puis continuer à arriver, c'est criminel. Alors, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que nous savons que la crise économique qui s'annonce va frapper notre pays plus encore
que les propres pays européens concernés et qu'il nous faut mener un travail pour que tous les hommes, femmes militantes politiques sincères, lucides, tous les acteurs économiques sincères et lucides, conscients, nous devons développer une cohésion nationale, développer une stratégie pour mettre en avant, pour impulser l'autosuffisance alimentaire, une économie endogène, comme Alain le rappelait, décrocher du consumérisme, décrocher de la dépendance vis-à-vis des grandes surfaces. Il faut nous préparer au pire. Donc, cohésion nationale, et puis renforcer la solidarité avec les peuples de la Caraïbe, qui prient l'église et clocher, mais aussi avec toutes les forces qui luttent contre le système occidental de parlement. Voilà donc la présentation. On va faire une petite suspension musicale. Et puis, non, c'est pas. Donc, on va passer directement aux questions. Donc, on arrête là. Et puis, d'un petit moment, on va passer à la phase question. Alors, on peut commencer. Oui, mais je n'ai pas compris. Alors, qui se lance? On fait passer le micro pour les questions. CNCP. Alors j'ai trois questions. Pourquoi pensez-vous que la Martinique a un rôle à jouer quant à la prise en charge de sa population? Quels sont les éléments à mettre en avant pour préserver notre île et comment remédier à tous les élites qui foncent et tordent la main à ceux qui veulent faire avancer le pays? Et de combien de participants a-t-on besoin pour une intervention défensive locale face à une invasion étrangère? On va laisser aller commencer à répondre. Il y a d'autres questions, mais je vais laisser. Oui. Ah, on prend d'autres questions ou bien on commence tout de suite? Question après question. Allez, vas-y. Répondre. Alors, ta première question, elle porte sur... Pourquoi pensez-vous que la Martinique a un rôle à jouer quant à la prise en charge de la population? Eh bien, nous, en tant que peuple qui subissons la domination coloniale, il faudrait savoir qu'en quelque part, nous avons tous les éléments en notre main, en possession pour permettre, à partir des expériences des autres peuples, que de la Caraïbe, que dans le monde, c'était cela, tirer le maximum de profit des expériences des autres peuples, tenir compte de notre propre expérience de nos ancêtres, pour construire une façon de voir les choses, une alternative, pour permettre une contribution à nous-mêmes et contribuer à un apport aux autres peuples aussi, de la Caraïbe. Je crois que c'est un des éléments essentiels qu'on mette dans notre petite tête à nous pour comprendre que notre apport dans la lutte de décolonisation, de prise en main c'est ça. C'est tenir compte de toutes ces expériences et apporter notre part. Parce que nous avons tous les éléments en notre main, en notre possession, pour permettre que justement que nous puissions défendre nous-mêmes et contribuer aux autres. Il n'y a pas de petits peuples. Il y a des peuples. Et chaque peuple est capable d'apporter sa contribution. Ni un petit parole la caïnou qui a dit la Dieu verti par atelier femme à caï. Et ce n'est pas en parole en l'air, c'est une réalité. Il ne peut pas y avoir une situation d'une aussi grande ampleur avec un danger aussi important et avec des répercussions que l'on sait dans notre région, et puis penser que nous n'ayons pas à nous préoccuper de ça, et c'est pour ça que, compte tenu des apports, je veux rappeler que des Martiniquais sont intervenus en permanence dans tous les processus mondiaux dans l'histoire de l'humanité, d'une manière générale. Donc je ne vais pas parler de Fanon ni éventuellement de ce qui s'est passé en Afrique, en Allemagne, partout.
les Martiniquais ont toujours eu le rapport. Et il faut savoir qu'au Panthéon vénézuélien, à côté de Bolivar, également est positionné un Martiniquais, alors qu'on veut qu'un Martiniquais comme Césaire soit au Panthéon en France. Mais donc, il y a un Martiniquais, Bobby, qui est à côté de Bolivar, dans le Panthéon vénézuélien. Alors que Hugo Chavez n'est pas encore au Panthéon. Donc, c'est pour montrer que la Martinique a toujours eu un rôle à jouer. Nous sommes une tête de pont du colonialisme français dans la Caraïbe. On vient de dire à Sainte-Lucie, avec Marco Rubio, un homme d'une suffisance démesurée, qui veut donner des leçons aux Caribéens, eh bien, de ne pas envoyer, comme Aubert l'a dit tout à l'heure, les Saint-Luciens faire leurs études à Cuba, donc en pleine solidarité. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons rester indifférents. Et sous le régime de Vichy, il faut savoir que la Martinique, même si on a souvent mis en évidence l'amiral Aubert, le côté néfaste de l'amiral Aubert, mais il faut savoir que des Martiniquais se sont soulevés pour mettre fin également au régime de Vichy, en partie, sous domination fasciste, nazi, en Europe. Donc, avec le soulèvement du commandant du théâtre à Balata. Donc, c'est au camp de Balata. Donc, c'est pourquoi que lorsque il y a eu les velléités, il n'y a pas longtemps, entre le Venezuela et le Guyana, dans ce que l'on appelait la guerre en Essequibo, il y avait à côté du Guyana une délégation française. Qu'est-ce que cette délégation faisait là? Elle aurait pu ne pas se trouver là aussi rapidement. Donc, c'est pour démontrer que nous ne pouvons rester indifférents. Et lorsque nous faisons cette conférence de presse et que nous disons qu'il faut alerter face au danger imminent, et que Aubert l'a signalé qu'il n'y a aucune presse présente, alors qu'une centaine de candidats nous annoncent qu'ils vont transformer une certaine réalité, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas faire preuve de méconnaissance, c'est agir en déni et en insouciance et en inconséquence politique. Donc, le CNCP joue son rôle et donc alerte le peuple martiniquais face au danger imminent et dit préparons-nous à tous les niveaux, connaissance de la situation, appréciation des actes à mettre en place et prennent les dispositions qui s'imposent en matière de renforcement de souveraineté alimentaire et tout ce qu'il y a. Donc voilà une partie de la réponse. Il y a une question au niveau de propre défense. En fait, oui, la dernière question. Oui. Le premier élément, c'est l'éducation des masses et l'organisation. Alors, si vous pas organisé, si nous pas, il y en a plus, si nous pas dans les quartiers, les communes, dans les familles, si nous pas organisé, nous avons fait tête. Et petit comme petit, si vous organisez, vous pouvez résister à les plus puissants. Et si la tâche justement des révolutionnaires, des vrais anticolonialistes, c'est le travail d'organisation. Si nous n'avons pas fait ça, nous prenons fait, nous avons décapité. Et je crois que c'est la leçon que nous donne le peuple palestinien à ce niveau-là. Haïti en 1802. C'est l'essence même de notre combat. C'est l'organisation à la base des gens pour comprendre. Alors, une question est posée là, je vais compléter après. Bonjour, messieurs. Merci de m'avoir invité. En cas d'invasion, le système politique français va-t-il réellement protéger la population martiniquaise?
concernant la formation politique des partis politiques martiniquais, pensez-vous qu'ils sont prêts à agir face à cette crise économique et sociale qui arrive? Et que pensez-vous des élus en campagne électorale qui pensent que la Troisième Guerre mondiale n'est pas un sujet qui concerne les municipales, alors que les subventions de tout type sont attribuées par le gouvernement français et l'euro? Elle a fait les deux questions. Les questions sont passionnantes, mais d'abord tu as fait un lapsus, hein, c'est le commandant Touté. Touté. Tu as dit Duterte. Non. Je dis Duterte. Ouais, c'est tout. Non, mais j'ai bien vu que c'était un lapsus, parce qu'on connaît de bagaille là. Mais je veux compléter sur le rôle de la Martinique. La Martinique, pour le colonialisme, c'est le point de domination de la région. Pourquoi? Parce que nous sommes en relation avec plusieurs continents. Mais on va retourner, faire Côte Biam Mariam, pour la bonne raison que nous, en tant que peuple martiniquais, on nous a mis européens de force. Nous avons un passeport européen qui nous permet d'aller en Afrique, en Amérique latine, etc. Et ils ne peuvent pas nous empêcher. Et nous avons un peuple qui établit des relations, tout le mouvement panafricaniste qui commence à collaborer avec l'Afrique. Nous pouvons aller, voilà, oui, nous sommes le deuxième port de la Caraïbe, oui, le point nodal de la domination française. Mais nous pouvons retourner ça, comme je disais, parce que nous sommes membres de plusieurs organisations anti-impérialistes de la région, Alba Movimiento, Assemblée des peuples de la Caraïbe. Il y en a d'autres qui sont en contact avec les pays africains, et puis nous sommes en contact avec les Européens qui luttent. Par exemple, il m'est revenu que le collectif des ouvriers agricoles a participé à une réunion de la Confédération paysanne en France, où la jonction sur les objectifs s'est faite de façon remarquable. Donc, c'est ça qui nous donne une importance au niveau international, et puis aller en rappeler notre rôle dans la dissidence, dans la construction de Panama, du canal de Panama, etc. Mais comment faire en sorte que les gens qui essaient de brouiller la carte, de ne pas parler, comment les démasquer? Comment faire qu'ils ne nous empêchent pas de travailler? Mais c'est formation, comme Jean dit, information. Plus vous parlez peuple là, parcourons. Le peuple n'a pas d'information suffisante, mais une fois qu'il a les éléments, il sait choisir le bon chemin. Donc, formation. C'est pour ça que Radio à Parler Cambout, c'est un outil qu'il nous faut défendre comme la prunelle de nos yeux, qui a fait ce travail-là pendant une quarantaine d'années, et puis que des criminels ont essayé de tuer dans l'œuf. Bon, mais il n'est pas arrivé, il n'y a pas niveau sur ça. Je ferme la parenthèse. Donc, le journal Jicambout, les conférences débats, les comités populaires doivent nous permettre de renverser cela. Et puis, de combien de gens nous avons besoin? C'est de tout le peuple. Et on aura tout le peuple en fonction du travail d'information qu'on aura fait. Alors, pour aller sur la question de notre ami là, la France ne va jamais défendre le pays. Par exemple, ils ont envoyé des escadrons de gardes mobiles et de CRS ici. C'est pour protéger les jeunes qui se tuent? Ou bien pour quadriller le pays, pour faire des manœuvres militaires? Non, ils défendent leurs intérêts. Puisqu'ils veulent génocider le peuple martiniquais, fait tout pour une partie pour le peuple là. Donc ils vont défendre l'emplacement et leurs intérêts. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et les élus qui sont pour le système, qui veulent dire, bon, si m'en fait un coup de député, non, je suis sauvé, je me suis épanoui, ils vont, et des indemnités, ils ne vont pas accepter de poser des problèmes de guerre, de résistance. Bon, il y a quelques élus qui le font. Je parle de ceux qui sont pour le système. Et ils vont nous coubarer, ils vont nous attaquer, ils vont essayer de nous discréditer. Mais c'est la guerre que nous menons. Et les partis politiques, la majeure partie des partis politiques en Martinique ne sont absolument pas sur ça. Ils n'ont pas pour ça, ils n'ont pas parlé de ça. Mais dans leur rang, les militants de ces partis-là, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont dans aucun parti politique qui sont d'accord et puis ça. Donc il nous faut travailler pour montrer qu'il faut développer une dynamique de démocratie citoyenne où on se débarrasse des carcans politiciens pour dire, bon, tout ça qui d'accord tel objectif, nous allons aller devant.
Question de... Les deux questions. Bon, elle a pris tes questions. Voilà. Bon, alors, une dernière et après tu passes à... D'accord. Voilà. Après les élections municipales, que peuvent-ils développer au sein de leur commune pour pouvoir et renforcer la lutte contre la misère et l'exclusion sociale qui va quadrupler, et sachant que j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas conscience de cela. On passe à Clara tout de suite et puis on va... Voilà. Nous constatons que les Antilles sont dans l'Amérique centrale. Ne pensez-vous pas que M. Trump peut éradiquer les troupes françaises pour faire reconnaître son état de droit en tant que territoire dans les eaux maritimes et n'appartenant au final à quiconque? Ouais. Alors, vous commencez. C'était celui-là. Alors, sur cette question-là, la dernière, effectivement, la Martinique fait partie de la Caraïbe, de l'Amérique centrale. Parce que l'Amérique, c'est depuis en haut, elle arrive jusqu'en bas. Et nous faisons partie d'un pays. En fait, nous sommes des Américains, si on emploie le mot des Occidentaux. Et si on emploie le mot des Indiens, les premiers, c'est pas ce qu'ils disent. Alors, ce que je veux dire, effectivement, je ne sais pas quel est le degré de folie des impérialistes et des multinationales dans leur pensée, on n'a pas tout. Mais si il y a un conflit, puis que la Martinique déclare de leur position, ils vont tout faire pour nous écraser aussi, pour nous tirer comme ils veulent faire pour Cuba. C'est pourquoi il faut se mettre dans la tête que notre combat, il est lié à notre situation géographique en tant que pays d'Amérique centrale, faisant partie de toute une lignée, et aussi comprendre que notre combat, il se situe dans cette unité qu'on doit construire. Nous sommes un chapelet d'îles. Nous avons des intégrés de manière historique, géographique historique, et il faut trouver les moyens justement dans un premier temps de cette convergence par rapport à les mouvements que nous soutenons, comme l'ALBA, etc., qui essaient de construire cette unité des États Caraïbes pour résister aussi. Nous sommes un maillon dans une chaîne. Et si tous ces maillons joignent l'autre, nous avons une grosse chaîne. Une grosse chaîne derrière peut péter dans le bagage. Je pense que c'est vrai. Alain, tu voulais dire ou bien? Non, ça va. Alors, je vais répondre d'abord sur la question qui dit que les élus, on ne les met pas tous dans le même sac. Les gens qui viennent dire les élus sont tous pourris, ils ont tous volé, ce sont des petits politiciens opportunistes qui essaient de discréditer les autres pour prendre la place. Oui, j'avais pour parler le mot de Udino des pétéchouistes. Donc, ils veulent, mais ils n'ont aucun projet. Ils veulent empêcher que, justement, les Martiniquais ne réfléchissent à quel maire fait quelque chose de valable. Parce qu'un maire, il dirige, enfin, il influe sur les CCAS. Alors, il ne vaut pas mieux qu'on ait un maire qui a une bonne politique dans les CCAS qu'un autre qui fait n'importe quoi, qui vole l'argent. Il faut que les Martiniquais et Martiniquaises réfléchissent aux maires en question. Il y en a qui font des choses pour l'autosuffisance. Nous ne sommes pas dans la même politique d'un maire comme celui de Riquier Pilote, mais il prend des dispositions concrètes pour l'autosuffisance alimentaire. On va cracher dessus? Non. Donc, l'électeur, entre guillemets, le peu de gens qui votent, au moins doivent faire l'effort de dire, bon, Muntala, est-ce que je le vois aux côtés du peuple des travailleurs avant les élections? Est-ce que ce qu'il propose, à savoir, moi qui ai demandé l'Europe, la région, est-ce que c'est sérieux ou bien est-ce que ça dévalorise le peuple martiniquais? Donc nous ne rejetons pas la collaboration avec les élus, à condition qu'ils acceptent les orientations intéressantes pour le peuple. Et si les autres ne veulent pas, nous avons dit, il n'y a pas qu'à faire, c'est tout, sans injurier, puisque nous respectons la représentativité de gens qui ont été élus, malgré tout, même si nous ne sommes pas d'accord avec le choix des gens qui ont élus. Bon, ça c'est un peu mieux. Deuxième point, c'est Trump.
Trump peut faire n'importe quoi, on ne sait pas. Mais Trump aura de plus de difficultés à venir en Martinique s'il sent que la Martinique a une population jock, qu'on a des relations internationales prêtes à nous soutenir, parce qu'il y a des endroits où il ne va pas, parce qu'il sait que la Chine va lui dire reste, pas aller là, ou la Russie même. Ils vont chercher des moyens détournés, chercher des provocateurs, des faux indépendantistes, etc. Mais plus on sera organisé, plus le peuple sera conscient, plus ils auront des difficultés à nous occuper, et s'ils viennent quand même, à rester sur place. Parce que là, on peut commencer à faire des clandestins pour partir ou pas partir. Les Allemands ont bien laissé l'Europe qu'ils dominaient de façon sanglante, parce qu'il y avait des résistances populaires. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, ou bien est-ce qu'on termine? C'est bon? Une conclusion. Alors, une conclusion que nous laissons Jean. Conclusion. Alors, avant de terminer, les Américains que nous sommes, j'aime pas ce mot-là, Américains. Je préfère le mot pour mettre du temps. Disons les Caribéens. Même ce mot-là. Même ce mot-là est le mot de Abiyala. C'est le nom du continent que les Américains, les pré-colonialistes savaient. Voilà. Alors, pour nous, Martiniquais, bien, la position du CNCP aujourd'hui était d'éclairer, de porter des éléments d'analyse, de compréhension pour que nous, Martiniquais, puissions avoir une vision, éclairer nous en l'air, ça a passé, qui responsabilité nous, qui responsabilité peuple nous, qui responsabilité les élus, chaque monde pour trouver, dans ça nous dit là, des éléments pour comprendre et être responsable. Ça qui parle, comprendre, mais ça qui a fui, ça qui a détourné l'essence de ça nous dit, de toute façon, l'histoire qui va nous raison, parce que nous, en plein dedans, en confrontant là, les problèmes liés, les problèmes nous qui vivons, les problèmes nous qui vivons, les problèmes nous qui aggravent, alors il faut tout battre nous les moyens pour nous résister, mais les moyens pour trouver des alternatives à tous les niveaux, pour nous construire propre alternative, nous propre diviner nous, créer propre souveraineté nous à tous les niveaux, et que le problème de décolonisation, bien que il pose justement les conditions qu'a réunies pour justement trouver tout ça nous fait pour que la décolonisation nous fasse dans des conditions que tout peuple nous et puis comprendre que voilà, c'est chimère là. Alors là, nous remercions tout le monde qui a gardé nous, qui a écouté nous et qui nous les éléments pour aller loin.